Alors rapidement pour un petit démarrage, hein, voilà, moi je suis pour Monsieur Kessler et Madame Moussion. Je suis donc Frédéric Loriol, permanente au sein de la FESP, hein, avec plusieurs 9 autres personnes de la FESP. Je suis en charge de toutes les questions autonomie et je suis arrivée il y a un an maintenant, un peu plus d'un an. Et voilà, et je suis donc sur la relation avec les adhérents pour Focus, perte d'autonomie, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Et là, Bruno Janton avec nous qui va se présenter et qui est notre chef d'orchestre pour beaucoup de sujets, voire pour la majorité des sujets autonomie également. À toi, Bruno. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Bruno Janton, je dirige un SAD depuis un peu plus de 15 ans et dédié exclusivement à l'autonomie. Je suis président de la commission autonomie, donc au niveau de la Fédération des entreprises de services à la personne, depuis le mois de septembre l'année dernière, et on essaye justement de partager, de faire avancer des choses pour notre cœur de métier, en lien avec tout le monde, y compris vous de la DGCS. Pardon, du coup, j'étais juste allé chercher de l'eau. Donc, Florent Kessler, donc chef du bureau dit des personnes âgées à la Direction générale de la cohésion sociale, et je suis accompagné de Doriane. Ouais. Donc, Oriane Moussion, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'on est à côté, donc je ne vais pas ouvrir mon micro. Donc, Oriane Moussion, chargée de mission donc, au sein du bureau de Florian, et je suis particulièrement en charge de l'offre des services à domicile, avec un focus plus particulier sur les SAD aide. Donc, on voulait procéder, madame, parce qu'on a reçu des questions en amont, donc merci, hein, ça permet de cadrer l'échange qui va durer du coup jusqu'à 11 heures. On a préparé des diapos pour essayer de synthétiser un peu dans des catégories que vous avez déjà fait, hein, donc merci aussi d'avoir fait ce travail-là. Donc, c'est vous qui nous dites si on se lance, et puis voilà, on Oui, partage. oui, vous pouvez tout à fait vous lancer. Juste peut-être en même temps de présentation, on garde des questions pour les questions complémentaires pour la fin de la réunion peut-être. Et effectivement, les questions que je vous ai envoyées, c'est des questions, des remarques. Certaines trouvent leur réponse dans le décret, donc, mais je vous les ai laissées quand même parce que ça me paraissait important que vous ayez ces éléments-là encore d'incompréhension ou besoin peut-être que la parole soit dite par vous. Donc, c'est pour ça que je vous ai laissé de cette manière. Ouais, bien sûr. Voilà, donc je vous laisse la prendre Bien la sûr. main. Ben, voilà, il y a une partie, voilà, j'allais aussi introduire dans les éléments préliminaires, c'est qu'effectivement, dans la liste de questions qu'on a vues, on a un peu catégorisé. Alors, c'est pas le reflet du choix qu'on a fait dans la catégorisation, on a fait par thématique, mais c'est vrai qu'on voit un peu Voilà. des quatre différents types de questions. On a des questions Oui. encore sur, on va y revenir dessus assez rapidement, mais sur encore l'intérêt de la réforme. Et je pense que c'est pas forcément, même si c'est important de nous le faire remonter parce qu'il y a des doutes, etc. Et on en est conscient, mais c'est vrai que là, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui que de se reposer la question de l'intérêt de la réforme, alors que pour une partie d'elle, elle va être mise en œuvre assez rapidement fin juin, en particulier pour vous, les services autour de la table, a priori. Donc ça, c'est vraiment voilà, une première slide sur ça. Ensuite, on a des questions, comme voilà, vous l'avez justement reconnu, hein, c'est que je pense qu'il y a un gros effort pédagogique qui a été fait par la DGCS, la NAP, la CNSA plus à l'intention des autorités de tarification et la NAP plus normalement directement auprès des gestionnaires. Et ils sont assez, voilà, on a vraiment des retours en termes de nombre de participation, des webinaires. Je crois que là, ils en sont au 4 ou au 5e, je ne sais même plus. Troisième. Au 3e. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont été faits. Et bien s'ajouter à ça, évidemment, comme vous le savez, et on reviendra dessus, les outils de l'arbre décisionnel juridique de la NAP, les facs, on va bientôt sortir une nouvelle fac, on espère ce mois-ci aussi pour répondre à des questions complémentaires. Donc voilà, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'à chaque fois, on essaye de vous rappeler le principe sur la thématique donnée, de répondre à certaines questions et puis de vous renvoyer au maximum aux documents qui permettent aussi de répondre aux questions normalement. Donc voilà, vu quand même la densité des questions qui ont été remontées, et après, voilà, c'est normal, mais j'avoue que voilà, il y a certaines questions où voilà, la réponse était à trouver, mais peut-être chacun a une part de responsabilité, que ce soit nous. Et je veux pas voilà plus la FESP que d'autres, mais il y a aussi ce rôle-là à vous de pouvoir aiguiller sur les éléments pédagogiques. Et après, il y a les questions sur lesquelles légitime qu'on reviendra. Et puis après, il y a peut-être quelques questions au bout
Comet, où c'est pas forcément notre positionnement non plus côté DGS de pouvoir répondre à des situations Tout à très, fait. très particulières, où là, normalement aussi, vous êtes censé pouvoir avoir de l'accompagnement, que ce soit par la CNSA, par du financement auprès des CD, que ce soit le financement qui a été donné aussi auprès des ARS plutôt pour les SIAD. Donc voilà, donc nous, on a au niveau de la direction, voilà, l'administration centrale, on a aussi la limite qu'on ne peut pas non plus répondre à tout et qu'il y a aussi une nécessité d'avoir un accompagnement, et ça on le sait, de juridique, d'avocat pour certaines questions plus précises. Donc voilà, ces premières étant dit, donc le sommaire, très rapidement, le rappel de l'objectif, c'est évidemment notre rôle que de le faire, même si je pense que c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui, que d'essayer de savoir s'il y a un intérêt ou pas à cette réforme. Deuxième point, ça va être vraiment sur les modèles organisationnels qui sont mis en place, les questions autour des autorisations des nouveaux SAD, les questions autour du fonctionnement des nouveaux SAD et les obligations qui s'appliquent, une partie sur le volet financier de la réforme. Il y avait une question aussi sur la qualification des professionnels, et ça, on a eu l'appui de nos collègues de la 4e sous-direction, la DGCS, qui s'occupent des sujets des professionnels et de l'attractivité des métiers. Et puis, on finira sur l'évaluation des CEPOM. En termes d'organisation, ça sera principalement Oriane qui mènera, puisque voilà, elle connaît encore plus précisément que moi les sujets. Mais voilà, on va se répartir pour essayer de donner cette intervention à un côté dynamique. Et puis, on laissera du temps, normalement, à la fin pour des questions. Donc, je ne sais pas comment vous voyez les choses, Madame L'Oréal. Est-ce qu'on fait toute la présentation et on fait, ou à chaque thématique, on laisse des questions? Je pense que c'est peut-être pas mal qu'on fasse l'ensemble et qu'à la fin, il y ait des questions complémentaires, parce Oui, que sinon, voilà. oui. Normalement, on y répond à quasiment toutes. Pour être honnête, les quelques questions auxquelles on ne répond pas, c'est sûrement parce qu'on estime que ce n'est pas complètement dans le champ et que voilà, ça a amené des questions sur d'autres sujets que vraiment celui dont on va parler. Et ça vous Moi, va. je pense qu'il faut faire à la fin, comme ça Ok, très bien. on ne rallonge pas. Parfait. Et effectivement, il y a des Donc, questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre, mais c'est c'est la voix du terrain qu'on a oui, remontée bien sûr, également non, c'est aussi. important, Donc, c'est important. Mais voilà, c'est vrai que voilà, je suis obligé aussi d'être transparent sur le fait, mais sûr. c'est tout à fait légitime, sur le fait que il y a certaines questions qui voilà, nous amènent un peu des inquiétudes, vu que ça fait quand même 2 ans qu'on travaille, même voilà, au niveau du bureau, même plus encore avant ça, et une chargée de mission précédente d'Oriane, où on a quand même voilà, un certain nombre d'éléments où normalement il y a beaucoup de réponses. Donc on est toujours un peu surpris que ça doit être un problème de communication, de plusieurs éléments. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Et là, en termes de matière, on a toutes les questions qui ont été posées, quasiment à 90%, on a la réponse. Donc, et c'est pas une nouvelle doctrine, c'est des choses qui sont déjà inscrites et prévues. Donc, sur l'objectif de la réforme, rebâtir les nouveaux services à domicile permettant à chacun de vivre chez soi aussi longtemps que possible. Donc, évidemment, la logique de la réforme, c'est la simplification du parcours des personnes âgées en perte d'autonomie en situation de handicap qui se verraient offrir du coup à la fois les prestations d'aide et les prestations de soins, mieux coordonner ces prestations d'aide et de soins autour des personnes mieux accompagnées, renforcer les missions et faire monter en compétence les services d'aide à domicile. Et donc, ça, c'est un sujet aussi en termes de rendre plus attractifs les services à domicile. Donc, c'était juste pour bien rappeler ce qui guide depuis le début, sur la base aussi d'expérimentation SPASAD qui avait fait remonter un certain nombre d'enseignements, et la décision avait été prise en LFSS 2022. Donc, on est vraiment sur un projet de longue haleine avec un travail de fond et de concertation très important qui avait été mené avant la publication du décret en juillet 2023, avec plus de 14 GT avant ça. Donc voilà, c'était l'idée. Maintenant, évidemment, on est aussi confronté à la réalité. Et donc, on essaie, et je ne reviendrai pas sur les différents assouplissements qui ont été mis en place. Mais voilà, l'objectif de la réunion, c'est vraiment de répondre à des sujets très de terrain opérationnel, et je laisse la main et la suite à Aurélie. Oui, merci Florian. Donc peut-être pour revenir, mais très rapidement sur la réponse organisationnelle mise en œuvre, parce que je pense que vous l'avez bien en tête avec la création des SAD en remplacement des SAD, SIAD et SPASAD, avec 2 organisations possibles, SAD aide ou SAD mixte aide et soins. Donc on est bien d'accord, plus de SAD qui réaliseraient uniquement des prestations de soins. Et toujours avec cette idée du territoire d'intervention unique aide-soins. Alors, il y avait quelques questions sur le territoire d'intervention unique. On y revient à la slide suivante. Du coup, pour la constitution de ce SAD mixte, il y a des choix entre plusieurs modalités de création de SAD mixte. Beaucoup de questions qui portaient sur notamment le sujet de création d'une nouvelle activité. Ça a toujours été mis en avant. Il est bien possible de créer des SAD mixtes avec soit un SIAD qui créerait une activité d'aide, soit des SAD qui demanderaient des places de SIAD pour créer une activité de soins. Mais effectivement, c'est aussi des stratégies locales, avec souvent des ARS et des CD qui ont souhaité revoir aussi l'organisation territoriale des services. Donc ça, pour le coup, nous, on n'a pas non plus la main dessus, mais pour vous rappeler que ça a toujours été dit, d'ailleurs dans les notices d'information et les différentes facs, que cette possibilité est bien ouverte. Il y a aussi la constitution de SAD mixte via le rapprochement entre des services, donc fusion, cession d'autorisation, etc.
avec toujours cette idée à terme d'avoir une entité juridique unique pour le service. Donc la loi vient vieillir, donc parmi les assouplissements qu'a mentionné Florian, a créé une période transitoire de 5 ans, durant laquelle il est possible de constituer un SAD mixte, soit par conventionnement, soit par GCSMS exploitant, donc sans entité juridique unique. Là, c'est cette période transitoire qui doit permettre de construire en fait l'entité juridique unique, avec cette idée que effectivement certains nous disaient qu'il y avait des demandes d'avoir le schéma de l'entité juridique unique déjà prévu avant le début de la période transitoire. C'est pas l'objectif. L'idée, c'est d'avoir à minima quand même un calendrier, par contre, pour constituer cette entité juridique unique. Dans les ressources utiles, j'ai listé un certain nombre d'outils qui ont été mis en place. Peut-être pour vous dire que le support, on pourra vous le diffuser, parce que j'ai mis des liens directement dans le support pour que vous puissiez vous référer immédiatement aux outils, donc notamment l'outil d'aide à la décision de l'ANAP qui permet bien de visualiser les options de transformation et de regroupement, et notamment en détaillant selon vous si vous êtes un service public, un service privé non lucratif ou un service privé lucratif, et que vous vous rapprochez selon notamment aussi le statut du service avec lequel vous vous rapprochez. Je pense qu'il faut aussi mentionner les webinaires juridiques de l'ANAP qui sont concentrés sur plusieurs modalités de rapprochement, donc privé, lucratif, privé non lucratif, public, privé non lucratif, etc. Et à chaque fois, donc vous pouvez à la fois les revoir les revoir, et il y a une fac qui est associée à chaque webinaire. Donc je pense que c'est assez utile selon les modalités de rapprochement que vous avez choisies, parce que je sais qu'il y avait des questions sur comment on fait, notamment sur du privé lucratif, privé non lucratif. Je pense que c'est assez utile d'aller voir, sachant que nous, à notre niveau, on ne pourra pas vous aider sur des situations un peu plus précises. Et évidemment, la fac et la notice d'information qui répondent aussi à des questions plus d'ordre général. Peut-être, ouais, merci. Dans les questions qui avaient été posées, c'était est-ce qu'un SAD mixte peut se faire par rapprochement entre un SAD et plusieurs SAD? C'est bien le cas, et c'est bien inversement. On peut bien créer aussi un SAD mixte avec un SIAD et plusieurs SAD, voire plusieurs SIAD et plusieurs SAD. Et donc, je l'avais dit précédemment, mais la réforme pose le principe de zone d'intervention unique aide-soins pour les SAD mixtes. Donc, elle doit être définie dans le cadre d'un dialogue partenarial avec l'ARS et le CD qui donc font ce travail de découper le territoire selon l'ensemble des SAD mixtes qui seront créés. Il y avait le sujet d'un SAD aide qui aurait un territoire d'intervention, mettons départemental, et qui souhaiterait se rapprocher d'un SIAD qui aurait un territoire d'intervention plus petit que son territoire départemental. Et le sujet, c'était de dire que le SAD-aide perdrait du coup une partie de son territoire, donc une partie de ses bénéficiaires. Peut-être pour rappeler, donc il est toujours possible de demander de scinder l'autorisation, et que le SAD-aide crée un SAD mixte avec le SIAD sur le territoire d'intervention qui est couvert par les prestations d'aide et de soins, et qui conserve une autorisation d'aide uniquement sur la zone non couverte par le SAD mixte. Le sujet aussi, c'était des SAD qui interviendraient sur des départements contigus. Est-ce qu'il serait possible potentiellement d'avoir une seule autorisation? Alors, en état actuel du droit, ce n'est pas possible parce qu'une autorisation ne peut pas être signée par plusieurs autorités de même niveau. Donc, dans ce cas-là, ça ne peut pas être signé par plusieurs CD, notamment, ça pose des questions en termes de contrôle, etc. Donc, si un service interviendrait sur plusieurs départements, donc je pense que là, le sujet se pose surtout sur les SIAD, le gestionnaire devra demander une autorisation pour chaque CD où il intervient. Une question était aussi sur est-ce que cette réforme concerne les services mandataires? Ce n'est pas le cas, c'est uniquement les services prestataires autorisés. Les services mandataires sont soumis au cahier des charges des SAP qui est défini par l'arrêté du 24 novembre 2023 et qui est accessible en lien hypertexte dans la slide. Peut-être aussi pas mal de questions sur comment réaliser le dépôt de la demande d'autorisation.
Alors, j'ai choisi de séparer entre ce que, si vous souhaitez, parce que je pense que c'est principalement sur la FES où vous êtes des SAD-Aid, donc si vous souhaitez rester SAD-Aid ou si vous souhaitez vous orienter vers une transformation en SAD mixte. Alors, pour les SAD-Aid, ils sont réputés autorisés, donc ils n'ont pas de dépôt de demande d'autorisation à réaliser. Mais ils doivent bien se mettre en conformité avec le cahier des charges avant le 30 juin 2025. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne faut rien faire, il faut bien faire la mise en conformité. Par contre, il n'y a pas d'obligation de dépôt de demande d'autorisation comme pour les SAD mixtes. La question était aussi de savoir si un SAD-Aid qui choisit aujourd'hui de devenir SAD-Aid aurait possibilité a posteriori de développer une activité de soins. C'est toujours possible, y compris après le 1er juillet 2025. Là, ce sera dans le cadre de projets de transformation de SMS et pour le coup, il faudra bien déposer une demande d'autorisation auprès de l'ARS et du CD. Pour les SAD mixtes, donc, on a une différence de délai parce que, notamment pour les SAD mixtes, qui seront constitués rapprochement entre SIAD et SAD-Aid. Parce que les SIAD ont jusqu'au 31 décembre 2025, depuis la loi Bien Vieillir, pour se mettre en conformité avec le cahier des charges et déposer une demande d'autorisation. Donc pour le SAD mixte, il y a bien le dépôt d'une demande d'autorisation. Alors nous, on a fait passer un message de souplesse, notamment pour ce qui concerne la mise en conformité au cahier des charges avant le 30 juin 2025, des SAD-Aid qui seraient engagés dans un rapprochement avec un SIAD pour la constitution d'un SAD mixte, parce qu'on a bien conscience que si vous êtes dans une démarche de constitution d'un SAD mixte, la mise en conformité avec le cahier des charges ne se pensera pas de la même manière que si vous souhaitez rester SAD-Aid. Donc, certes, dans la loi, donc, les SAD-Aid ils doivent bien être mis en conformité au cahier des charges avant le 30 juin, mais avec cette souplesse, si ils prouvent qu'ils sont dans cette démarche de rapprochement. Pas mal de questions qui étaient sur comment on formalise notre souhait de se transformer en SAD mixte auprès des autorités de tarification. Alors, il me semble que la plupart des ARS et des CD demandent une lettre d'engagement en amont du dépôt de la demande d'autorisation. Donc, on n'a pas de modèle formalisé. Je pense que certaines en ont diffusé, mais pas toutes. Mais l'idée, c'est vraiment que vous présentiez la démarche dans laquelle vous êtes engagé, notamment pour cette question de la souplesse à laquelle vous pourrez bénéficier si vous êtes dans cette démarche de rapprochement. Et peut-être aussi rappeler, si vous constituez un SAD mixte avec un SIAD, vous bénéficiez du principe qui a été mis en place par la loi Bien Vieillir, c'est-à-dire que le silence de l'administration, au bout de 6 mois après le dépôt de la demande, vaut acceptation de cette demande d'autorisation. Là encore, peut-être les outils ANAP peuvent être utiles pour votre demande d'autorisation, notamment tout ce qui est checklist de conformité au cahier des charges, parce qu'il y a des questions sur comment on réfléchit à notre demande d'autorisation. Les ARS aussi ont, pour certaines, je pense à l'Occitanie et l'Île-de-France, il me semble, diffuser des modèles de demande d'autorisation. Donc, je vous invite à vous rapprocher et à consulter les sites. Sachant que par ailleurs, la CNSA a transmis, alors c'est au niveau des ARS, un dossier de demande d'autorisation, enfin va transmettre un dossier de demande d'autorisation unique sur lequel elles pourront s'appuyer pour du coup travailler leur process. Je vois qu'il y a une question, mais je pense qu'on pourrait y répondre à la fin peut-être. Si ça vous va, oui. Ouais. Peut-être quelques précisions. Alors, la question est revenue, est-ce que les SAD-Aid ont vocation à perdre l'autorisation interne? Non, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi il y a un délai supplémentaire pour les SIAD? C'est donc, comme j'avais dit, c'est dans le cadre de la loi Bien Vieillir, dès lors qu'ils risquent, eux, la disparition au 31 décembre s'ils ne sont pas mis en conformité avec le cahier des charges en développant une nouvelle activité d'aide à d'accompagnement. Alors, peut-être aussi, le message était de dire que cela ne les motivait pas à se rapprocher du SAD. En tout cas de notre lorgnette, ce qu'on a constaté, c'est que quand même depuis le début d'année, il y avait vraiment ce mouvement de rapprochement avec le délai du 31 décembre qui avait commencé à être bien intégré. Mais voilà, peut-être que vous avez des codes différents. Et donc, comme je le disais, peut-être je vous invite à vous rapprocher des ARS et des CD pour avoir des précisions sur les modalités de dépôt de la demande d'autorisation de SAD mixte. Parce qu'il reste
mettre des conditions de sa mise en œuvre. Peut-être juste insister sur ce point-là, peut-être en préalable, je n'avais pas assez dit, mais c'est vrai que j'avais beaucoup parlé des acteurs nationaux, ANAP, CNSA dans l'accompagnement. Évidemment, le relais essentiel, mais vous le savez mieux que nous, hein, ce sont les acteurs institutionnels locaux, dont l'ARS et les CD. Hein. Donc on sait que pour nous, c'est un préalable évident, ils ont un rôle de dynamiteur dans la réforme. Donc il y a certains sujets sur lesquels, évidemment, on ne peut pas non plus se positionner au regard du travail qui a été fait au niveau local, puisque la logique était aussi de faire des cartographies des besoins en soins, notamment pour les ARS et puis pour les CD en aide. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses, on est obligé aussi de vous dire de se rapprocher des CD ARS. Évidemment, s'il y a des éléments de blocage et que c'est quelque chose qui est généralisé, nous, on peut éventuellement demander à l'ARS ce qu'il en est sur des situations particulières très, très bloquantes. Mais voilà, il y a ce point-là. Et puis peut-être bien sur le décalage, j'entends la question, mais encore une fois, là, pour le coup, c'est un choix parlementaire. Et donc, on n'a pas forcément à se positionner du pourquoi ça a été accordé, si ce n'est que c'est accordé et qu'il faut le prendre en compte, du coup, dans la mise en œuvre de la réforme. Peut-être sur les obligations consécutives à la transformation en SAD, notamment, il y avait beaucoup de questions sur comment on met en place l'offre de soins, l'obligation notamment d'orientation vers l'offre de soins pour les services qui resteraient SAD. Donc peut-être, je vais faire un petit rappel, mais effectivement, comme le disait Madame Loriol en début de séminaire, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à aller revoir le cahier des charges, parce que une partie des questions pouvait être répondues en consultant le cahier des charges. Je pense que, si je peux vous conseiller, c'est à la fois le cahier des charges qui est peut-être un peu au-dessus, mais aussi la notice d'information qui avait été réalisée en 2023 et qui permet vraiment bien de décrypter tout ce qui est mis en place dans le cahier des charges, donc qui acte plusieurs évolutions, notamment des grands principes d'intervention du service, interlocuteur unique, continuité des interventions, libre choix des personnes, participation des personnes, etc. Et l'élargissement des missions, notamment avec la mise en place de la prévention et puis de manière plus optionnelle, le soutien aux aidants. Peut-être donc sur ce sujet de l'offre de soins, de comment un SAD fournit une offre de soins. Un SAD qui aurait fait le choix de rester SAD-N a du coup une obligation d'orientation et de mise en relation avec l'offre de soins. Il y a une question de savoir comment en fait se traduisait cette obligation d'orientation et de mise en relation. La situation est différente selon s'il s'agit de personnes qui sont déjà accompagnées par le service ou si c'est des personnes qui contactent le service pour se renseigner sur le sujet. Donc pour les personnes déjà accompagnées, c'est vraiment, ça va jusqu'à la prise de rendez-vous avec soit un SAD mixte du territoire, soit un centre de santé infirmier ou un IDEL, avec lequel il serait possible de conventionner par ailleurs. Pour les personnes non accompagnées, l'obligation n'est pas aussi importante, c'est vraiment simplement avoir une information sur l'offre disponible sur le territoire. Donc voilà, peut-être bien faire la distinction entre les deux cas de situation. Et toujours une possibilité, évidemment, qui n'est pas une obligation, c'était une question, mais de signer des conventions avec des professionnels qui assureront les soins infirmiers des personnes accompagnées. Pour les SAD mixtes, donc il y a l'obligation de garantir un fonctionnement intégré de soins, donc avec des outils de coordination, donc qui sont notamment rappelés dans le cahier des charges, ce qui est grille d'évaluation partagée, dossier usager informatisé, outils de liaison, sachant que ce fonctionnement intégré devra être mis en place qu'il s'agisse d'un SAD mixte avec entité juridique unique ou non. Avec l'exception du système d'information unique qui ne s'applique pas pour le SAD mixte par convention GCSMS exploitant. Donc ces prestations de soins pourront être réalisées soit par des professionnels de santé salariés par le service, soit s'il n'y en a pas suffisamment, le SAD mixte pourra faire des conventions avec des IDEL ou des centres de santé infirmiers. Peut-être pour vous rappeler, mais je le mets dans les ressources utiles, il y a un modèle de convention qui avait été réalisé par la DGCS, justement sur une possibilité de convention SAD mixte IDEL. Donc, vous pouvez le consulter sur le site du ministère. Et là encore, peut-être tout ce qui est outils de gestion de projet, donc un peu différent de celui que je vous ai présenté auparavant, mais qui vous guide dans la transformation en SAD mixte, et tout ce qui est plus largement les outils ANAP, dont le checklist de conformité au cahier des charges. Voilà.
On prend un peu pour laisser un peu de souffle à Oriane, peut-être sur le volet financier de la réforme, puisqu'il faut rappeler qu'il y avait deux pans à la réforme lancée par la loi de finances à la sécurité sociale 2022. Évidemment, le cœur de la discussion aujourd'hui, c'est le volet organisationnel et métier des SAD aide et mixte. Mais avant ça, il y avait eu un volet financier et on a eu quelques questions qui ont été posées et qui se structurent autour de trois questionnements principaux. On a synthétisé. Le premier sur rappeler, concernant le financement des prestations d'aide et d'accompagnement, donc il y a eu la création d'un tarif plancher national qui est désormais indexé sur l'inflation et qui évolue annuellement et qui est aujourd'hui fixé à 24,58. On a eu écho de évidemment quelques CD qui ne respectent pas nécessairement ce tarif plancher et c'est en cours. On est quand même sur un nombre assez limité de CD, sur les 120 CD, je crois doit être à 2-3, donc ça c'est en cours, c'est plutôt au niveau politique. Vous comprendrez bien que, à part rappeler qu'il n'y a pas besoin d'un arrêté spécifique et que c'est peut-être ça la nouveauté par rapport aux années antérieures, c'est qu'avant il y avait peut-être un instrument, là c'est automatiquement prévu, donc il faut bien rappeler que c'est une obligation et que c'est un tarif à respecter. Donc ça c'est le premier point. En complément, la dotation donc complémentaire qui s'ajoute au tarif horaire et qui permet de fixer des actions qui améliorent la qualité du service rendu et les conditions de vie au travail salarié, notamment les temps d'échange de bonnes pratiques, qui un tarif de période de référence autour de 3,21 de mémoire, 55, pardon, voilà, par action. Concernant ensuite la prestation de soins, donc pour information, en parallèle de ça, parce on fait un peu tout en même temps, c'est très bien, mais on a une très importante réforme de la tarification des SIAD qui a commencé en 2023 et qui va monter en charge jusqu'en 2027. Et pour l'information de tous, qui vise du coup à mieux prendre en compte le niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes accompagnées par les SIAD. Vous savez sûrement, plus ou moins 50% liés à la place, 50% liés au profil de la personne prise en charge, en particulier notamment le GIR, le passage d'infirmière, etc. Et donc, on a une tarification avec 9 forfaits qui permet, et les premiers résultats montrent que les SIAD ont une tendance à prendre effectivement des personnes qui ont des besoins plus importants en soins. Et puis, dernier pilier de cette évolution, c'est la mise en place d'une dotation de coordination qui est versée par les ARS pour les SAD mixtes, justement pour faciliter et améliorer la coordination qui est attendue particulièrement, l'amélioration de la coordination qui est attendue particulièrement dans le cadre du SAD mixte, avec notamment la mise en place du référent de coordination. On vous met aussi dans le viseur le fait que, mais vous êtes bien au courant, puisqu'il me semble que la FESP participe pleinement aux différents GT sur l'enquête, l'étude de coût sur les prestations d'accompagnement. C'est vraiment quelque chose qui certainement aurait dû être fait depuis bien longtemps, mais voilà, on ne va pas rentrer en détail des difficultés administratives et financières, etc. Mais on est très satisfait de pouvoir lancer cette étude de coût avec nos collègues de la TIH et de la CNSA qui sont pleinement impliqués, avec un travail, il me semble, très constructif et co-construit avec les fédérations, avec les mises en place de GT. Je crois que très prochainement, il va y avoir voilà, c'est ça, un GT sur les recrutements et la sélection des services volontaires. Donc voilà, une enquête ambitieuse avec un nombre conséquent de services, certes sur une durée qui ne répond pas malheureusement peut-être aux besoins de court terme, mais qui nous apparaît très nécessaire justement pour prendre les bonnes décisions à venir. S'il est nécessaire de faire évoluer la réforme, on aura vraiment factuellement les éléments parce que on avait besoin de savoir quels étaient les besoins en financement, quels étaient les coûts, et donc on espérera que ça permettra d'orienter au mieux le décideur politique à l'avenir. On met comme souvent les ressources utiles, donc évidemment il y a les notices et la fac sur le financement des SAD, et puis il y a aussi des fiches objectifs qui présentent les conditions pour bénéficier de la dotation complémentaire, donc vous avez 6 fiches mesures. Pour information, la CNSA aussi, mais je pense que vous êtes associés d'une manière ou d'une autre, je ne sais plus sur le processus, mais par contre, il y a un travail en cours justement pour revoir, puisque ça fait maintenant 3 ans que les fiches ont été faites, ou 2 ans, pour revoir une à une les fiches, pour voir le périmètre. Et donc, la prochaine qui devrait être publiée, c'est celui sur l'axe 5, enfin, l'objectif 5 sur la QVCT. Oui, publié, oui. Oui, prochainement publiée. Et puis la prochaine qui va être travaillée, c'est celle sur l'axe 6, plus autour de la prévention. Donc voilà, donc ça montre aussi une volonté dynamique parce que, comme tout dispositif, une fois qu'elle est mise en œuvre, il y a des questions qui sont remontées et puis une volonté aussi de pouvoir aussi promouvoir peut-être, vous avez certainement vu peut-être, ça peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés, mais le rapport de la CNSA sur le déploiement de la dotation complémentaire qui montre qu'évidemment, il y a certains axes qui sont privilégiés, d'autres moins, notamment celui sur les aidants et celui sur la prévention qui, côté bureau des personnes âgées, nous tient à cœur, à l'inverse de celui plutôt justement sur la UVCT qui parfois est utilisé aussi, mais ça c'est un biais qui peut exister pour
pour compenser peut-être aussi des manques de revalorisation salariale par ailleurs. Mais c'est un autre sujet, mais c'est ce que dit la CNSA en creux dans son rapport. Donc voilà, ça montre qu'on travaille sur tous les points et qu'on essaye au mieux d'ajuster et de faire évoluer les dispositifs au regard aussi de leur mise en œuvre. Peut-être juste pour une précision, à ce stade, l'axe 6, c'est pas la prévention, c'est la lutte contre l'isolement. Oui, justement, le exactement. souhait est de faire évoluer et Tu as tout à d'intégrer fait raison, Ariane, merci. la Oui. prévention dans cet axe 6, Exactement. la lutte contre l'isolement. Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup. Et donc, je te rends la parole. Peut-être aussi, il y avait des questions sur la qualification des professionnels des services à l'aide à domicile. Alors là, je vous invite, parce que je n'ai pas souhaité faire une liste à la Prévert des obligations de qualification, c'était un petit peu indigeste, mais à vous référer au cahier des charges, notamment le point 4.2.2, qui rappelle les obligations de qualification. Alors pour les responsables de service, alors pour le coup, c'est au sein du décret, il doit justifier des qualifications prévues par le Code de l'action sociale et des familles. Donc c'est certains articles qui distinguent en fait selon la taille du service et qui demandent, donc il me semble, c'est une certification de niveau 2 où en fait il y a des dérogations selon si le professionnel s'engage à suivre certaines formations, etc. Pour les encadrants, donc le choix avait été fait lors de la rédaction du cahier des charges qu'ils doivent justifier d'une qualification de niveau 5. Je me demande si je ne me trompe pas, si ce n'est pas l'inverse, mais au lieu de niveau 4 précédemment, du fait de fonctions de coordination renforcée. Cependant, le cahier des charges prévoit des alternatives donc à ce niveau de qualification demandé pour tenir compte des difficultés de recrutement qui peuvent exister sur le secteur. Et enfin, pour les intervenants, donc comme pour les encadrants, c'est assez souple dans les conditions de qualification. Ça reprend quand même assez largement les conditions de qualification qui étaient définies dans le précédent cahier des charges des SAAD. Donc tout ce qui est certification de niveau 3, oui c'est ça, c'est que c'est niveau 4 et plus niveau 5, hein, je me suis trompée précédemment. DEAES, donc une expérience professionnelle de 3 ans, donc effectivement une expérience professionnelle de 3 ans, c'était la question dans le secteur médico-social, est-elle suffisante pour les intervenants? Oui, c'est bien le cas. Et suivi d'une formation. Donc là encore, les ressources utiles, je vous invite à vous référer à la notice d'information relative au décret 2023 et là vraiment plus largement directement sur le cahier des charges du décret qui est assez, pour le coup, qui liste de manière assez exhaustive les conditions de qualification qui par ailleurs sont assez similaires à ce qui était déjà défini dans le précédent cahier des charges. Peut-être aussi, il y avait quelques questions complémentaires, notamment une question sur le diplôme d'AES et la possibilité de rapprocher le DEAES avec le DEAS, donc le diplôme d'aide-soignant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel on a échangé avec nos collègues de SD4 qui sont plus en charge des diplômes, qui rappellent que ça n'a pas vocation à fusionner, comme cela a été proposé, entre guillemets, dans la question. C'est vraiment deux filières qui coexistent pour ensemble répondre à des besoins différents des personnes. Mais on a bien eu des travaux qui ont permis de proposer des passerelles entre les deux diplômes parce que j'ai bien une conscience qu'il y a des similarités sur certains aspects des fonctions. Donc déjà, on a un bloc de compétences similaires entre les deux diplômes, donc tout ce qui est travail en équipe, gestion des risques et traitement des informations liées à l'accompagnement de la personne. Et peut-être aussi de manière plus concrète, il y a des allègements de formation qui ont été mis en place avec des parcours facilités pour un professionnel qui serait titulaire d'un diplôme et qui souhaiterait acquérir l'autre, notamment avec une valorisation des acquis et des compétences. Et peut-être, voilà, de manière un peu plus concrète sur les questions qui avaient été posées à la fois sur les évaluations et les CPOM. Notamment savoir s'il y a bien un gel des évaluations, c'est bien, je vous confirme, il y a bien un gel qui est prévu pour tous les services jusqu'au 1er juillet 2025. Après, avec une situation un peu différente, là je vous ai remis le calendrier qui avait été diffusé lors du décret du 13 juillet 2023, mais je vous invite surtout à vous référer à la FAQ
qui est relative à la réforme de l'évaluation des ESMS et qui est disponible toujours sur le site du ministère. Et il y a notamment une sous-question relative à la situation des SAD, SIAD et SPASAD et qui décrit un peu les impacts à la fois combinés de la réforme des évaluations des ESSMS et la réforme des SAD sur les services. Donc avec ce gel et une situation après différente selon si le service est réputé autorisé. Donc dans votre cas, s'il s'agit soit d'un SAD aide qui souhaite continuer à être SAD aide ou d'un SPASAD. Une situation encore différente pour les SAD mixtes avec entité juridique unique qui, eux, ont 3 ans après la date de leur autorisation pour transmettre leur évaluation, et les SAD mixtes par convention ou GCSMS exploitants qui ont, eux, 2 ans et demi après leur arrêté d'autorisation pour intégrer la programmation d'évaluation. Donc, c'est rappelé sur le petit graphique, la petite chronologie qui est sur la slide, mais vraiment, je vous invite à vous référer directement sur la fac qui est assez détaillée, sachant que ce n'est pas des sujets qui sont traités par notre bureau directement, mais plutôt par SD5, donc une autre sous-direction de la DGCS. Il y avait aussi des sujets sur autorité ATC, autorité de tarification et de contrôle. Il y avait aussi des questions concernant la signature des CEPOM, peut-être pour distinguer un peu les situations pour les SAD aides, donc qui ne feraient pas de prestation de soins directement. Il n'y a pas d'obligation de signer le CEPOM, à part si le service souhaite percevoir la dotation complémentaire. Donc la perception de la dotation complémentaire se fait nécessairement via la signature d'un CEPOM. Inversement, un SAD mixte doit signer donc un CEPOM tripartite. Par contre, c'est la date d'obligation de signature des CEPOM avait été décalée par une circulaire budgétaire, mais je pense que c'est au 31 décembre 2026 et plus au 31 décembre 2025. Je pense que ça n'a pas été bien communiqué, donc on tient à vous le rappeler dans cette slide, et puis ça sera rappelé aussi dans la fac, et nous on a le message auprès des ARS et des conseils départementaux. Mais dans l'attente de la signature de ce CEPOM tripartite, il est toujours possible de signer un CEPOM avec le conseil départemental pour bénéficier de la dotation complémentaire sur les actions de qualité mises en œuvre par le service. Par ailleurs, donc ça c'était une question, c'était est-ce que les CEPOM signés avant la réforme restent valides? Oui, ils restent bien valides jusqu'à la signature d'un amendement ou d'un nouveau CEPOM, donc en cas de création d'un SAD mixte. Et oui, et là, donc je ne reviens pas sur la fac, sur l'évaluation des ESSMS, mais par contre, là encore, je vous invite à vous référer à tout ce qui est disponible sur le site du ministère. Notamment, il y a une fiche pratique de contractualisation qui présente le processus de contractualisation et une trame de CEPOM. Alors, c'est des CEPOM dans le cadre assignés dans le cadre de la dotation complémentaire, mais qui peuvent déjà être assez utiles sur la formalisation du processus de contractualisation. Et voilà. Et je pense que nous en avons fini. On voit qu'il y a déjà des questions dans le chat, donc on va les prendre une par une, et ensuite on prendra les questions levées de main, si ça vous va, en processus, Madame L'Oréal. Je vois, oui. Ok, donc je vois sur mon téléphone ou sur ton écran, mais la première, je vois donc Oui, c'est bon. le sujet du fait que les SIAD sont principalement trustés par des associations, ce qui laisse peau de chagrin au SAD aide privé de pouvoir se positionner en tant que SAD aide soins. Bah, évidemment, deux réponses. La première, c'est que, et vous dites que c'est un blocage national, mais voilà, le premier élément, c'est que il y a un sujet du rôle que peut jouer l'État sur l'aspect réglementaire. C'est-à-dire que nous, on a mis en place les règles du jeu, ensuite les dynamiques et on va dire les stratégies qui sont mises en œuvre et les choix qui sont faits par les SIAD. On va avoir du mal, nous, au niveau de l'État, de les réglementer. C'est-à-dire que si, pour des raisons à ce stade qui m'échappent, mais qui font que les SIAD vont avoir tendance à plus rapidement se rapprocher de SAD associatifs, on ne va pas pouvoir réglementer au niveau national quelque chose qui va venir. Ça reste un domaine et
un secteur concurrentiel. On sait qu'il y a différents acteurs qui jouent des rôles plus ou moins stratégiques et opportunistes, mais voilà, on n'a pas non plus, nous, un rôle à jouer sauf à rappeler que tout est possible, et ça, Oriane l'a déjà dit, hein, c'est-à-dire que si ensuite il y a des choix qui sont faits par les acteurs, on va être en difficulté, nous, de venir réguler ce marché, cette concurrence qui existe quand même. Le deuxième point, mais qui n'est pas forcément la réponse à votre question, c'est que peut-être quand même rappeler qu'à la différence du coup du SAAD, y compris le privé lucratif qui ne trouve pas de partenaire, pour le coup, sa survie n'est pas en jeu, puisque à minima, il restera SAAD-aide, à la différence du SIAD. Donc après que le SIAD fasse des choix, on ne peut pas intervenir dans ce choix par rapport à une préférence ou un choix qui a été fait à l'encontre d'un acteur associatif. Le deuxième point, si je me demande de M. Arnaud B, en tant que SADED, si les cabinets d'IEL refusent de signer des conventions, comment faisons-nous? Donc là, vous parlez d'une convention entre un SADED et une IDEL. Là, pour le coup, encore une fois. Il n'y a pas d'obligation. Bah oui, il n'y a pas d'obligation. Donc, voilà, nous, encore une fois, il faut bien comprendre la limite de l'acteur étatique. Hein, c'est-à-dire que nous, on dit qu'il est préférable de conventionner parce qu'on estime que ça fluidifie davantage et ça facilite l'orientation en soins. Et que voilà, on sait très bien que si on avait mis une obligation absolue, inversement, ça aurait pu créer des blocages. Et donc là, inversement, quand une IDEL refuse, comment faisons-nous? Là, on n'est pas en capacité de vous donner un outil ou de réglementer ou de rendre obligatoire à date. Et le choix avait été fait de le rendre optionnel aussi parce qu'inversement, certains dans les groupes de travailleurs avaient pu dire que si on le rendait obligatoire, ça pouvait aussi être bloquant. Donc j'entends la question, mais encore une fois, en termes purement pratiques, on ne va pas être en capacité de forcer, au regard du cadre réglementaire, de forcer les IDEL à conventionner. Je pense que cette question, elle est aussi liée à celle qui est si on n'a pas conventionné, est-ce que notre rôle de coordination est remis en cause? C'est aussi ça, quoi. Ah non, puisque ce n'est pas obligatoire de conventionner. Donc, le cahier des charges rappelle bien qu'il est possible pour le service aide de faire des conventionnements, mais il ne l'oblige pas. Alors effectivement, nous, si le service peut être conventionné, je pense qu'en termes de fluidité, même d'organisation de l'offre de soins, c'est plus simple, mais on a bien conscience des limites du travail, notamment avec les IDEL sur lesquels nous, en plus des GCS, on n'a pas de prix direct. Ensuite, il y a une question, et peut-être que j'ai mal été compris, sur le fait que les départements, vous devez 3, alors c'est plus 53. Oui, non, j'ai recherché, c'est 3,383. Voilà, 3,383. En 2020. Encore une fois, c'est pas ils doivent, c'est que les départements ont la possibilité de faire des appels à projets sur les axes qu'ils estiment les plus pertinents, que qualité au travail, lutte contre l'isolement, aidant. Et ensuite, le mécanisme fait que l'État rembourse le département à hauteur d'un prix de référence qui est de 3 et quelques. Ensuite, si le CD décide d'allouer moins parce qu'il estime que les actions représentent moins, nous, on n'est pas en capacité, on ne force pas le département à allouer 3 € à tout le monde et surtout pas de le donner de façon automatique. Ça doit répondre à un appel à projet qui est selon les priorités du CD, donc c'est à la main du CD. Par contre, pour faciliter son déploiement, il est proposé, et c'est quand même une mesure assez forte de l'État, que le département soit remboursé à 100% à hauteur d'un prix de référence. S'il décide d'en mettre plus, ça sera dans les comptes du département. S'il décide d'en mettre moins, il sera moins remboursé, mais on ne sera pas en capacité de le forcer à le faire. L'incitation, elle est juste dans la logique de dire que jusqu'à ce montant-là, vous êtes remboursé à 100% par l'État. Je vois une question sur la Réunion et l'ARS qui communiquent peu sur les informations concernant les conditions de mise en œuvre de la réforme malgré les relances. Vers qui s'adresser? Du coup, les interlocuteurs de l'ARS, j'imagine que vous les avez bien identifiés et qu'ils font une forme de réponse, de non-réponse. Donc, nous, on peut essayer effectivement, sinon, de se rapprocher de l'ARS pour savoir exactement ce qui a été fait. Normalement, les ARS, comme toutes les ARS, ont les mêmes niveaux d'information, je rappellerai aussi qu'on rappelle très régulièrement, tous les mois, à la réunion qu'on a avec les ARS, le CTSMS, hein, donc le comité technique médico-social, que les différents éléments. Donc, nous, on pourra, s'il faut, adresser un mail particulier pour savoir exactement ce qui est fait au regard d'une remontée qui nous a été faite d'un service qui estime qu'il n'y a pas vraiment de retour de la part de l'ARS. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut creuser. Donc, ATC, je crois qu'Oriane, tu as dit ce que c'était.
Ensuite, vous avez une question plus précise sur les diplômes des intervenantes. Vous indiquez que nous devons vérifier être en conformité, mais est-ce que ces obligations sont-elles aussi imposées aux mandataires et à tous les indépendants en emploi direct auprès des PA? Sinon, alors pourquoi ces obligations sont-elles uniquement imposées aux prestataires? Cela est anormal? Non. Alors là, pour le coup, sur les mandataires, nous, on ne va pas être en capacité directe, sauf si Oriane peut, mais nous, voilà, le fonctionnement est ainsi, c'est-à-dire que nous, à la DGCS, on régit principalement le cadre réglementaire des services prestataires, c'est ainsi que la répartition des compétences a été fait. Le cahier des charges sur les services mandataires était principalement piloté par la Direction générale des entreprises, auquel on avait relu. Sur la distinction qu'il y a entre les deux, je pense que pour être tout à fait transparent, le choix, enfin, j'ai pas forcément été là à l'origine de ces ou suivi particulièrement le cahier des charges mandataires quand il a été stabilisé, mais il y a une vraie volonté, en tout cas côté des GCS avec le service prestataire, de renforcer la qualité et donc la reconnaissance aussi et la valorisation des intervenants à domicile dans le cadre du service prestataire, qui n'a pas eu forcément, et pour le coup, ça a été acté aussi par la Direction générale des entreprises, inversement, mais ça, il faudrait qu'on vérifie si ce que vous dites est vrai sur le fait qu'il y ait une attente qui est inférieure. Ce que je peux anticiper aussi, c'est qu'il y a une volonté de la Direction générale des entreprises, inversement, peut-être de faciliter aussi le développement et la capacité aussi des services à la personne de se développer, mais je ne pourrais pas vous répondre très précisément sur cette conditionnalité-là. C'est peut-être aussi en précision sur les diplômes des intervenantes. Enfin, comme je vous l'avais rappelé, quand même, le cahier des charges a voulu rester assez souple. Donc, j'ai listé quelques exemples, mais typiquement, il y a enfin, ça peut se traduire justement par l'intégration d'une formation pour la mise à niveau pour l'emploi, etc. Donc, c'est même pas des obligations a priori de l'intervenante, c'est juste des obligations d'intégrer des formations, même pas nécessairement certifiantes, pour être considérée comme intervenante au niveau du SAD. Donc il y a quand même un souhait d'un côté garantir la qualité du service, mais tout en essayant de proposer des solutions dans un contexte de ressources humaines assez limitées. Ensuite, il y a une question, une réunion récente avec le CD95 arrive à la conclusion donc j'imagine un SAAD privé lucratif ne peut pas fusionner avec un SIAD non lucratif. A priori, nous, on n'a pas de remontées qui nous disent que c'est impossible, ou c'est en tout cas d'un point de vue réglementaire. Oui. A priori, tout est possible. Après, que ce soit plus difficile ou qu'il y ait des conditions, etc., a fait que l'information a été dite que c'était compliqué, mais en tout cas, il n'y a rien qui l'interdit d'un point de vue législatif et réglementaire. Oui, alors enfin, effectivement, hein, il n'y a rien qui l'interdit, si ce n'est qu'il n'y a pas les mêmes règles, notamment au niveau social. Et on a par exemple Éric Bobet, un de nos administrateurs, et qui a été, et beaucoup d'entre vous, hein, qui a été confronté à cette question-là. Beaucoup aussi de nos adhérents ont échangé avec des cabinets d'avocats pour essayer de voir comment se sortir de ce sujet-là. Elle n'a pas la même convention, elle n'a pas les mêmes statuts. Éric, si tu veux nous en dire deux mots. Oui, je pense que Frédéric, c'est important, effectivement. Donc, les SAD, services d'autonomie à domicile, aide que nous sommes aujourd'hui, nous dépendons de la convention collective des entreprises de services à la personne. Et donc, par rapport à la convention, la fusion est impossible. La fusion est impossible de par la convention collective et les autres conventions collectives. Donc, ce cas ne s'applique pas à nous. Le GCSMS ne s'applique pas à nous non plus, et à personne, je dois reconnaître, parce qu'il est impossible dans un temps aussi réduit de créer un GCSMS, je dirais, dans les délais requis par la réglementation, à savoir le 31/12/2025. Et on le voit puisque j'ai travaillé sur l'élaboration d'un GCSMS, d'un dispositif d'appui à la coordination. Il a fallu 2 ans pour assurer la convergence de 4 conventions collectives au sein du GCSMS. Donc on voit qu'il y a une très grosse difficulté technique, effectivement, même si elle n'est pas réglementaire. Donc la seule possibilité, c'est le conventionnement. Donc nous n'avons que cette situation qui est le conventionnement. Ce que l'on constate sur le terrain, c'est que il y a 3 stratégies qui sont mises en place par les SIAD, notamment les SIAD hospitaliers et les gros SIAD associatifs. Première stratégie, ils sont d'accord pour signer un conventionnement. Pourquoi? Pour gagner du temps. Pour gagner du temps, parce qu'ils savent que le conventionnement va durer 5 ans et ils pensent que comme ce n'est pas viable, la réforme est très intéressante pour les usagers évidemment, mais telle qu'elle est faite, elle n'est pas viable.
Donc ça, c'est leur constat. Dès lors que c'est pas viable, ils se disent, dans 5 ans, la réglementation va évoluer. Ça, c'est une première chose, mais ils n'ont pas du tout l'intention de créer un GCMS dans le cadre du temps de conventionnement. Ils sortiront du conventionnement avant la fin des 5 ans parce qu'ils ne veulent pas perdre leur autorisation. Deuxième stratégie que nous constatons, ce sont des SIAD qui s'opposent à cette réforme et tentent l'épreuve de force. Donc nous avons plusieurs, notamment des centres hospitaliers, qui se mettent dans l'épreuve de force de ne pas signer et ne pas répondre à cette réglementation et vont attendre qu'on leur retire l'autorisation. Comme ce sont des gros SIAD hospitaliers, ils se disent on a 150 ou 200 places, c'est pas grave, c'est impossible qu'on nous le retire, donc ils sont cool. Troisième stratégie que nous constatons également, donc là ce sont des grosses structures nationales qui ont 70 SIAD notamment, avec lesquels on travaille dans les régions. Eh bien, ils se disent, nous, on ne veut pas de cette réglementation. Pour quelle raison? Parce que ce que nous voyons, c'est que le SIAD est sous contrainte, le SAD ne l'est pas, puisqu'à la fin du conventionnement, il est clairement indiqué que le SAD récupère son autorisation, alors que le SIAD, eh bien, il est oublié dans les textes. Il n'est pas dit qu'il récupère son autorisation, il ne récupère rien du tout. Donc, on a les SIAD qui sont excessivement frileux et qui rentrent en conventionnement allégé avec nous, c'est très intéressant, mais sans rentrer dans le cadre de la réforme. Et d'ailleurs, vous avez une note que vous avez certainement lue, qui est du cabinet Audouard et Associés, qui a été réalisée pour les FHP, et qui indique, c'est une note qui explique les raisons de l'échec de cette réforme, parce que les SIAD sont les oubliés de cette réforme, ils subissent des contraintes très fortes, ils n'ont qu'un devoir, c'est le devoir de fusionner, de s'associer avec un SAD, et dans le cadre d'un conventionnement, ils perdent tout. Donc, on se retrouve avec une réforme qui est très inégalitaire, c'est que le SAD, quelque part, il est protégé, puisqu'on récupère, nous, notre autorisation, mais le SAD, il est oublié, et donc, qui amène les constats que nous avons sur le terrain. Moi, pour ma structure, nous sommes en cours de discussion avec 8 SIAD, et chacun de ces 8 SIAD rentre dans l'une des 3 familles que je viens de vous énoncer. C'est-à-dire aucun ne veut aller vers un GCSMS à terme. Ils casseront le conventionnement ou ils ne refusent de faire un conventionnement tel que le prévoit la législation, ou d'autres également, c'est 2 supplémentaires qui sont des SIAD hospitaliers, d'hôpitaux assez significatifs d'ailleurs au niveau régional, et qui disent, nous, on tente l'épreuve de force avec l'ARS. Voilà le constat que je voulais vous remonter au niveau du terrain, qui est assez intéressant. Tout à fait, un constat dont on a déjà eu écho. Après, moi, ce que je retiens, c'est que finalement, peut-être les stratégies sont un peu différentes, mais la solution ou la cause est la même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est ferme pour le moment et toujours sur le fait que le 31 décembre est une date immuable et qu'il n'y a pas prévu qu'elle se déplace, les stratégies vont tout doucement forcément devoir évoluer. Et on le voit depuis janvier, nous, avec les remontées d'indicateurs de la CNSA, par les ARS, etc. On a évidemment des stratégies nationales, y compris qui du coup se déversent au niveau local sur le fait, et forcément l'État y a un peu contribué, puisqu'on sait très bien que lors de la commission mixte paritaire, lors de la loi Bien Vieillir, il y a eu une proposition pour rendre facultatif l'obligation des SIAD de se transformer en SAD mixte, qui a aussi retardé, créé des espoirs pour certains, etc. Donc on sait qu'aujourd'hui, ça fait vraiment quasiment que depuis janvier, peut-être avant pour les ARS et les CD, mais pour les services, qu'il y a une vraie, en tout cas côté SIAD, une vraie prise de conscience, en tout cas, et particulièrement pour les SIAD hospitaliers et la FHF, une vraie prise de conscience du fait que nous, on martèle, la ministre l'a redit, il n'y a pas de, en tout cas à date, il n'y a pas de volonté de déplacer cette date. Et donc forcément, ces 3 stratégies qui sont on conventionne parce que de toute façon, d'ici 5 ans, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, donc ça peut bouger. Ça, pour le moment, nous, tout ce qu'on peut vous garantir, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est toujours sur notre 31 décembre. Après, évidemment, dans 2, 3, 4 ans, on pourra pas, je peux pas, moi, d'une boule de cristal vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaiera sûrement d'avoir aussi, là, on a des données de la CNSA sur le déploiement. On aimerait bien à terme, une fois, et si possible, une fois que la réforme est vraiment lancée, avoir des données d'impact. Et c'est ça aussi qui permettra, on espère, aux décideurs de prendre les décisions. Si, voilà, pour en toute transparence, si on a
des services conventionnés et des services fusionnés en entités juridiques qui nous montrent avec des études d'impact que pour le bénéfice de l'usager, c'est important de le rappeler dans votre intervention, monsieur, au début, vous l'avez bien dit, on ne voit pas de distinction particulière. Peut-être que le décideur politique fera des choix différents. Mais aujourd'hui, on se base sur l'expérimentation spatiale, sur la conviction qui est de dire qu'il y a une volonté, parce qu'il faut rappeler qu'historiquement, c'était plutôt de se dire tout le monde doit devenir un SAD mixte. Évidemment, le secteur de l'aide a cette particularité, a un nombre important avec une diversité d'acteurs. Le choix a été fait plutôt de dire, du coup, on ne positionne pas cette obligation sur les SAAD pour qu'ils puissent être SAD aide, mais c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas qu'on s'est dit on met uniquement au SIAD, c'est qu'à l'origine, au tout début, c'était tout le monde doit être aligné, mais effectivement, un choix politique a été fait qui, et je reconnais, se poursuit aujourd'hui dans la difficulté, puisque cette asymétrie entre les SIAD et les SAD est réelle. Néanmoins, c'est quelque chose, et là je le répète, que les fédérations avaient parfaitement en tête, y compris les fédérations des SIAD, dans tous les travaux préparatoires et qui ont mené au décret. Donc tout le monde était d'accord. Je pense qu'effectivement, la mise en œuvre étant peut-être un peu plus difficile qu'anticipé, mais aussi lié au fait que je pense qu'il y a une prise de conscience tardive. Si vraiment les fédérations, je parle de toutes les fédérations, avaient bien pris conscience de la nécessité de travailler dès le 14 juillet 2023, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, la représentation parlementaire n'a pas aidé puisqu'elle a laissé semer un doute, mais là, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'il y a un an, la loi Biovir a pas cédé à l'optionnalité de l'obligation pour les SIAD, depuis un an et demi, le message a été martelé. Donc, tout ce que je peux vous donner comme réponse par rapport à la stratégie aujourd'hui, c'est vous confirmer et affirmer que, en tout cas, la ministre, son cabinet, nous confirme que pour le moment, il n'y a pas de volonté de décaler cette date-là. Et donc, pour répondre à 1, c'est un épreuve de force, 2, on fait qu'un conventionnement en espérant que ça soit révélé, ou 3, le SIAD va effectivement passer autorisation, parce que ça, pour le coup, je vous le confirme qu'à date, on a la volonté, et ça avait été aussi discuté avec les fédérations, c'est qu'on est plutôt dans une phase de préfiguration. On n'est pas dans une question de savoir si ça va bien se passer avec le SAAD ou pas, c'est plutôt de se dire on n'a pas forcément tous les outils au début pour savoir quelle entité juridique on veut former, comment on veut le faire, donc on laisse, pour rappel, c'était 3 ans et c'est passé à 5 ans, une phase de forme de préfiguration, et c'est pour ça que l'autorisation est liée, c'est-à-dire qu'en fait, vous obtenez l'autorisation. C'est juste que les 5 premières années, elle est sous forme convention. Et si vous mettez une entité juridique, elle devient pleine et entière. Et donc, effectivement, si le SIAD sort à date, il perd son autorisation. Donc voilà, tout ce que je peux vous répondre là, c'est que ces remontées, on les a. Pour le moment, ça n'a pas fait changer, parce que je pense qu'on est dans un moment charnière. Hein. On sait que la date est le 31 et comme toute personne, quand on devait rendre, alors c'est plus qu'un devoir, mais on attendait souvent la veille pour le faire. Donc là, c'est un peu la même logique, même s'il faut se préparer un peu plus, puisque le respect des cahiers des charges prend un minimum 6 mois, voire plus pour le faire. Et là, on est vraiment dans ce moment où, pour le moment, il n'y a pas de volonté de bouger. Et effectivement, il n'y a pas de raison que ça change dans les prochains mois. En tout cas, moi, je n'ai pas cette information-là et à mon niveau bureau de la DGCS. Et Merci. pardon, alors là, moi, j'ai vu qu'il y avait une question sur la TVA repas. Honnêtement, là, on va pas pouvoir vous répondre parce que c'est pas du tout chez nous sur l'APA et c'est pas vraiment le lieu. Donc, c'est pas le sujet. pouvez-vous engager une réflexion à ce sujet avec les fédés? À voir, mais faudra trouver les bons interlocuteurs parce que c'est pas un sujet qui est piloté chez nous. Les ARS, les CD ne laisseront jamais couler un ex-SIAD. C'est clairement dit en officieux. L'inverse pour le SADED n'est pas garanti. Alors, je le rappellerai quand même sur ça. Il y a un assouplissement qui existe pour les SIAD, qui est que si leur demande est rejetée, ils bénéficient d'une poursuite de leur autorisation en tant que SIAD 2 ans maximum, ou le temps de la durée de l'autorisation initiale. Donc évidemment, moi c'est pour ça moi, que je minimise, à titre un peu personnel, mais je minimise assez fortement le grand risque d'un nombre incalculable de SIAD qui sera mis à la porte, pas parce que de façon officieuse l'ARS dira que, mais parce que le SIAD, s'il n'a pas pu démontrer qu'il a obtenu soit une autorisation d'aide, soit qu'il s'est pu se rapprocher d'un SAD parce que le marché fait que les SAD n'ont pas voulu se rapprocher, et ben de facto, il pourra bénéficier de l'assouplissement qui est assez important, et donc le choix a été fait d'un rejet de son autorisation, et donc il pourra survivre au-delà. Mais il aura l'obligation quand même, donc ça lui donnera un délai. Donc
voilà, et on peut trouver, voilà, en fonction de quel acteur on est, je pense qu'il faut aussi voir vraiment l'ensemble de la panoplie des assouplissements. Et donc, quand il est dit que officieusement ils disent qu'ils vont sauver les SIAD, c'est pas forcément officieusement, c'est que le SIAD va venir avec une demande d'autorisation qui sera parce qu'il y a eu des blocages par des SAD ou parce que les CD ont fait des choix, ne pourra pas être en mesure de répondre à la réforme et donc se verra rejeté et donc bénéficiera d'un délai supplémentaire. Ensuite, il y a une question sur la traçabilité demandée, et on faudra vraiment qu'on termine parce que je vais être en retard à une réunion, mais la traçabilité demandée dans le référentiel pour un SAD aide ne peut-elle pas être allégée et réduite à ce qui est essentiel comme nous le faisons dans notre fonctionnement? Alors là, pour le coup, moi, j'ai un peu moins le sujet en tête, donc il faudra qu'on revienne vers vous sur ce sujet de référentiel, qui n'est pas d'une évidence limpide. Et ensuite, sur l'organisation des formations, ça, je ne sais pas, je pense qu'il faut qu'on fasse le relais avec de quatrième direction qui est en charge des diplômes notamment. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur les diplômes attendus et ouais. Ça, à la limite, vous compréhension. pouvez faire un tir groupé, on fera le lien avec nos collègues. Ouais, c'est ça. Alors, position de la DGCCRF sur les annulations de prestations demandées par les clients à moins de 48 heures. Avons-nous votre accord pour leur facturer tout ou partie du planning? Alors là, pour le coup, si c'est un sujet particulièrement lié à la DGCCRF, je pense qu'il faut qu'on se rapproche de la DGCCRF pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais je ne vais pas pouvoir vous donner de position en direct et encore moins vous donner un accord pour faire facturer des choses au regard de la position de nos collègues de la DGCCRF puisqu'on fait tout en interdac. C'est bien dommage, non? Parce qu'on attendait ça. Ah oui, mais là, vu la question… Non, je rigole. Je vous D'accord. Ce qui est dommage, je trouve, ce qui est dommage, c'est que vous ne répondez à aucune question, quoi, en fait. Ah, je vous trouve un peu dur. Bah oui, moi je trouve que vous Attendez, déchargez. nous, on répond sur la réforme. Mais bon, je veux pas créer une polémique, donc. Mais Bah, je trouve qu'il n'y a pas assez de polémique, réponses. mais vous dites quelque chose qui me paraît faux, donc je suis obligé de répondre. Donc je veux bien savoir en quoi Excusez-moi d'avoir posé la à question. aucune Excusez-moi question. d'avoir posé la question ou d'être intervenu. Merci. Non, mais vous dites que je réponds à aucune question. J'aimerais bien savoir à quelle question je n'ai pas répondu. Il y en a 2, 3, je vous renvoie à des collègues. C'est normal si je préfère ne pas vous répondre des bêtises. Sinon, sur les restes, je pense que j'ai répondu à beaucoup de questions. Sauf erreur. Je pense que ce qu'on peut avoir, c'est effectivement que vous fassiez le relais avec les bons services pour qu'on puisse avoir, voilà, c'est ce que vous avez proposé. Et puis après, on échange. Après, s'il y a besoin de compléter, je vous referai un petit point si vous êtes d'accord. Bien sûr, il n'y a aucun sujet, oui, bien sûr. Il y avait un sujet aussi sur le budget au niveau des OPCO, mais je crois qu'on vous en a informé que voilà, il y avait un gel des négociations et donc un problème sur les formations. Bien sûr, mais là encore, ça va pas satisfaire votre collègue, hein, mais à un moment donné, voilà, on a une répartition qui est comme ça au sein d'une direction d'administration centrale. On a des sujets qui sont voilà, propres. Il y avait aussi une question sur les évaluations externes. Je l'ai posée c'était en marge dans le question-réponse que je vous ai envoyé. Voilà, donc ça aussi une impression d'être contraint sur les évaluations et le coût associé. Donc là, il y a aussi une petite alerte sur les charges, mais c'est lié au financement hein, aussi qui sont imposés au SAD. Voilà, c'est très lourd, donc c'est important que vous ayez, voilà, qu'on vous le rappelle. Il y a plein de petits détails en fait qui gravitent autour de cette réforme, qui alourdissent aussi et qui freinent les volontés d'y aller. Ok, bien pris. Je ne veux pas vous prendre plus de temps. Je voudrais, parce que voilà, on a débordé déjà et merci pour cet échange. Je vous confirme vous nous confirmez que ce support, vous me l'enverrez, puis moi je le transmettrai. Voilà. Si vous êtes d'accord aussi, j'ai enregistré, parce qu'il y a des personnes qui étaient en congé, et donc j'ai enregistré cette présentation. Si vous en êtes d'accord, je pourrais leur transmettre. On ne va pas la diffuser sur LinkedIn ou quoi que ce soit, ça restera en interne, mais qu'ils puissent avoir le complément. Et puis voilà, vraiment Bruno et moi et l'ensemble de l'équipe, on vous remercie pour votre disponibilité. On sait que vous êtes très pris, mais voilà, on apprécie votre
voilà, votre écoute et la possibilité que vous avez répondu très rapidement à notre demande de cet échange. Merci beaucoup. C'est important aussi d'essayer au maximum de répondre aux questions dans la mesure de notre capacité. Ouais. Oui, Et puis évidemment, sur les sujets de diplôme, ouais, comme disait Florence tout N'hésitez à pas. l'heure, faites-nous remonter, parce que je sais qu'il y a des questions qui se posent au niveau de la 4e sous-direction, mais on pourra se mettre en lien, parce que je sais qu'ils ont potentiellement des événements prévus pour préciser un peu tout ce qui est des qualifications, conditions de qualification, etc. Donc, ouais, c'est pas trop voilà. détaillé dans les notices d'information sur cet aspect-là, parce que ça fait référence à d'autres décrets que celui de 2023. Donc voilà, il y a C'est beaucoup ça. de confusion. Tout à fait. Voilà. Bah, du coup, faites-nous remonter, nous on fera le lien de notre côté. D'accord. Bruno, un petit mot de fin aussi avant de clôturer? Merci à la DGCS de s'être rendue disponible. On a encore pas mal de questions en suspens, mais je pense qu'il va falloir qu'on envoie aussi aux bons interlocuteurs, parce qu'il y a des choses qui ont été un petit peu mélangées ici. Et on va continuer à travailler et à voir pour la mise en conformité et ce qu'on peut améliorer surtout, parce que le problème, c'est surtout pour les petites structures. Et Mathilde a fait une remarque qui était judicieuse dans la conversation. C'est vrai que c'est à se demander si cet ensemble de réformes n'est pas fait pour faire disparaître les petites structures qui a un fonctionnement qu'on pourrait qualifier d'artisanal. Mais c'est des fois ce qu'on ressent entre les coûts des différents voilà, des évaluations, des choses comme ça, les mises en conformité, ça a un coût qui est énorme, et c'est vraiment à se demander si c'est pas fait pour faire disparaître des petites structures. Alors, c'était pas l'objectif, c'est sûr. Après, voilà, je pense que ça fera partie des effets secondaires. ouais, bien compris. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis on aura l'occasion d'en reparler. En interne, vous avez la base documentaire que je l'ai mis dans la conversation sur le site de la FESP avec Oui. une page spécifique sur la réforme qu'on a mis en place. J'ai repris les documents de l'ANAP, de la DGCS et autres instances. Donc voilà, merci beaucoup. Je rajouterai ce support. Merci beaucoup Florian, Oriane. Et à très bientôt. Merci, Merci. au revoir. Au revoir. Et merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.